Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Wedding Divan dans lequel j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Samantha, la créatrice de robes de mariée Alma Real. J'adore son travail et j'ai adoré cette interview, alors je t'en dis pas plus et je te laisse écouter. Hello Samantha, bienvenue dans Wedding Divan, je suis fière et honorée de te recevoir aujourd'hui. Merci d'être là. Coucou Mac, merci à toi, vraiment, ça me fait très plaisir d'avoir l'opportunité de pouvoir échanger avec toi depuis le temps qu'on se court après. C'est ça. Non, et puis, ce que je te disais, on a parlé quelques secondes en off parce que je voulais garder justement toute l'authenticité de ce que j'allais te dire aujourd'hui. Et c'est vrai que moi, j'entends beaucoup parler de toi. J'ai vu beaucoup de choses passer sur toi et puis ton travail est franchement magnifique. J'adore vraiment ce que tu fais. Merci beaucoup. Et puis j'entends parler de toi par Solène, je te l'ai dit tout à l'heure, mais voilà. Ouais. Et en fait, c'était pour moi, il y avait un truc à cocher dans ma liste, tu vois, de t'avoir dans le podcast. Dans la to-do list. Bon, voilà, nous y sommes. Mais c'est pas dans la to-do list, c'est dans la liste des gens que j'ai envie d'avoir sur le podcast. C'est différent. Ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Qui se cache? Parce que moi, je te connais pas personnellement, du coup, je vois que ce que je vois sur les réseaux. Donc, qui se cache derrière le nom d'Alma Real? Pourquoi ce nom, déjà? Alors, c'est une longue histoire. Donc, moi, je suis Samantha. En fait, mon vrai prénom, c'est Samantha. Et beaucoup de personnes m'appellent Alma, justement, parce que c'est vrai que c'est un prénom. Ça ne me dérange pas du tout. Donc, continuez à m'appeler Alma. C'est mon nouveau nom de baptême. Je me suis auto-baptisée comme ça, donc ça me plaît énormément. Mais sinon, non, Alma Real, en fait, c'est en brésilien. Ok. Je suis franco-brésilienne, en fait. Je suis née au Brésil. Ma maman est brésilienne. Et mon papa est français. Et pendant toute mon enfance, chaque année, on allait au Brésil pendant les vacances scolaires. Et là-bas, j'ai appris à coudre avec ma tante, Rosangela. Et donc, en fait, quand j'ai lancé ma marque Alma Real, je voulais faire honneur à mes racines, donc brésiliennes, d'où le mot en brésilien. Et en plus, comme j'avais appris justement à coudre au Brésil, c'était important pour moi justement de mettre ça en avant. Donc voilà, donc c'est en brésilien. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire âme vraie. Donc Alma, âme, réal, vrai. Donc j'avais vraiment envie de véhiculer cette image d'être authentique, d'être soi-même en créant cette marque-là et en donnant ce nom à ma marque. Ok. Et comment t'es devenue créatrice de robes? Qu'est-ce que t'as fait avant? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'as d'autres choses que tu fais à côté? Comment ça marche? Dis-moi tout. C'est un sacré chemin, ça aussi. Alors, pour devenir créatrice, déjà, depuis toute petite, j'ai toujours été très manuelle. J'ai toujours aimé coudre mes vêtements. J'ai beaucoup fait de costumes à ma petite sœur, par exemple. Ça a été mon petit cobaye pendant de nombreuses années. Donc voilà. Après, adolescente, je me faisais mes tenues aussi, avec beaucoup de récup, des jeans que je faisais en jupe, etc. À mes 20 ans, du coup, j'ai fait une école de stylisme et modélisme pour justement confirmer tout ça, tout simplement. Mais ça a été un peu semé d'embûches, être créatrice. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Donc j'ai travaillé comme styliste freelance, mais après aussi j'ai travaillé dans un pub parce que l'entreprise avait fermé. Après j'étais responsable de boutique. Après j'étais responsable de boutique pour une marque de brésilienne aussi. Et en fait il y avait toujours ce côté manuel qui me plaisait, qui revenait. J'essayais de lancer mes marques. Par exemple il y a plusieurs années en arrière, je peux même pas te dire combien, je pense 15 ans, j'ai essayé de lancer une marque de maillot de bain. Après j'avais fait des vêtements avec de l'upcycling en récupérant des petites serviettes de grand-mère, etc. Franchement, j'ai essayé plein de choses. Et un jour, je me suis dit, non mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire en fait? La couture, j'aime ça, c'est mon truc. C'est le manuel, ça me plaît trop. Parce que le problème de styliste, le métier de styliste aujourd'hui, en fait, t'es derrière un ordi et tu fais des fiches techniques que t'envoies à l'étranger pour faire produire les vêtements. Donc t'as pas vraiment tout ce truc créa où tu vas toucher ton tissu, faire du moulage, faire tes patrons, où tu vas vraiment tout créer de A à Z.
D'accord. Et je me suis dit, la robe de mariée, c'est quand même pas mal parce qu'en fait, c'est des vrais gens pour un vrai moment de la vie et qui veulent une tenue waouh exceptionnelle où il n'y a pas forcément de limite où je vais pas oser ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, peut-être que là, je pourrais justement m'exprimer artistiquement justement et pouvoir proposer des créations à mon image et avec des vraies personnes qui les porteront pour de vrai, parce que ça c'est ça qui est hyper important pour moi aussi, c'est le lien que je crée avec toutes ces femmes qui se marient, et c'est ça qui donne l'énergie et la dynamique d'Alma Real. Ok. Et du coup aujourd'hui c'est ton activité principale, il y a pas d'autre chose que tu fais à côté? Non, alors quand j'ai lancé Alma Real, donc j'ai commencé toute seule et au départ j'ai partagé mon local avec une autre créatrice qui s'appelle Gisèle et Simone, qui est à Marseille, donc bisous à Lolo, et on s'est lancé toutes les deux ensemble parce que on n'avait pas de financement ni quoi que ce soit, et puis il fallait bien commencer. Donc on a loué un local toutes les deux et pendant un an et demi, on a partagé ce local-là où on recevait chacune nos clientes. Au fur et à mesure, ça a grandi pour elle comme pour moi. Donc du coup, j'ai changé de local, mais en parallèle, donc au tout début, pendant un an et demi, 2 ans, je travaillais le lundi et le samedi comme retoucheuse pour des boutiques de robes de mariée à Marseille, pour au moins pouvoir payer le loyer de ma petite boutique que je lançais, parce que je savais pas du tout si ça allait marcher ou pas, quoi. En fait, je suis partie allez, soyons fous, on y va, quoi. Et en fait, finalement, ça a été beaucoup de travail parce que c'était du 7/7 pendant 2 ans, toute seule. Et mais la passion a pris le dessus, et ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, ça fait 3 ans que ça tourne que avec sans travailler à côté, hein, quand on est une boîte stable. Et maintenant, il y a 2 couturières aussi qui travaillent chez Alma Real, Céline et Myriam, qui réalisent tout de A à Z avec moi. Donc voilà. Trop bien. Et du coup, à part ces deux créatrices, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent avec ou pour toi? Non, il y a que mes petites couturières, il y a que Céline et Myriam dans l'atelier avec moi. Ou même, je sais pas, pour s'occuper des réseaux, pour s'occuper de la compta. Alors, la compta, j'ai mon expert comptable, Nada, merci, qui m'accompagne depuis le début. Elle est géniale parce qu'à chaque fois, est-ce que Nada, je peux faire ça? Tu penses que je peux faire ci? Au niveau budget, ça passe pas. Franchement, cette expert comptable, elle a été vraiment top. Au niveau confiance, elle m'a vraiment bien épaulée. Sinon, non, réseaux sociaux, j'ai essayé plusieurs techniques, etc. Jusqu'à maintenant, j'ai pas encore trouvé quelqu'un pour s'occuper de mes réseaux sociaux. J'ai un peu du mal à déléguer, et aussi, si jamais j'ai vraiment envie de bosser avec une grosse boîte, c'est très 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 cher. Donc pour le moment, au niveau budget, c'est pas possible de déléguer à vraiment, tu vois, une grosse structure qui va s'occuper de ton site internet, de ton Insta, tout ça. Donc pour le moment, je gère mon Insta toute seule, et après sinon c'est des petites boîtes qui s'occupent de mettre à jour mon site internet, etc., ou qui font mon référencement. Je sous-traite en fait à des petites sociétés. Ok. On parlait du nom, du coup, que tu me disais que c'était c'est relié à ton histoire, tes origines finalement. Comment on retrouve justement ton parcours de vie dans tes créations et dans tout ce que tu fais dans ta boîte? Comment tu fais pour que ça ressorte finalement? Comment je fais? Déjà, il y a vraiment cette idée, cette façon. Alors, il y a plusieurs axes, on va dire. Il y a déjà ce côté un peu de philosophie de vie au Brésil, où en fait le corps de la femme est quand même beaucoup plus libre qu'en France. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, les femmes sont un peu plus à l'aise, il y a aussi cette culture du corps. Mais c'est pas que forcément les femmes qui vont se muscler à fond ou qui vont être hyper minces. Il va y avoir vraiment des femmes rondes, etc., mais qui vont s'assumer, avoir ce côté très naturel de pouvoir mettre en valeur son corps. Donc, il y a déjà cette idée-là. Quand je crée, en fait, mes tenues, pour moi, j'imagine un peu toutes les silhouettes et qu'est-ce qui mettrait vraiment en valeur ces silhouettes-là sur les découpes, etc. Donc, il y a vraiment cette idée-là de valoriser
tous les corps de chaque femme. Après, il y a beaucoup aussi au niveau de mes recherches, de mes matières. Moi, depuis le début que j'ai lancé Almaréal, donc il y a 5 ans, j'ai toujours travaillé avec des teintes nude, des fonds contrastés, tu vois, avec les dentelles, tout ça. Avant, ça se faisait pas trop. C'était beaucoup rue de Seine qui le faisait avant que tout le monde se lance. Et moi, je sais, quand je me suis lancée dans la robe de mariée, rue de Seine, je me disais, waouh, mais c'est canon, quoi. On voit ça nulle part, c'est dentelle graphique, tout ça. Et ça me parlait beaucoup. Il y avait ce truc là justement où on a l'impression d'avoir juste une dentelle posée sur la peau et qui rejoint justement un peu cette philosophie, tu vois, d'être waouh, mais en sublimant ton corps. Il y a vraiment ça que tu vas beaucoup retrouver chez Almaréal, ce contraste en fait des dentelles. Tu auras dans toutes les collections, tu regardes, t'as la dentelle et c'est toujours doublé en couleur peau dessous. Et qu'est-ce que tu vas retrouver? Alors à l'époque, parce que j'ai pris un tournant, je sais pas si t'as suivi. À l'époque, il y avait beaucoup de paillettes, de sequins, des choses comme ça. Parce que, pareil, au Brésil, on est très pétillant, très lumineux, tout ça. Et donc, pour moi, les paillettes, les sequins, ça représentait vraiment ça. Mais aujourd'hui, c'est, depuis l'année dernière, ça ne fait plus du tout partie de l'image d'Almaréal parce que j'ai pris vraiment un tournant, j'expliquerai peut-être après dans un second temps, sur préserver notre environnement tout simplement. Donc en fait tout ce qui est paillettes, sequins, on le retrouve plus du tout. Donc il a fallu réinventer, repenser mes créations et pourtant je peux te dire c'était quasiment 50% de l'identité de la marque, hein, tu vois. Et j'ai repensé toute la marque en fait moi c'était dans ma vie privée, tu vois, déjà je fais attention à ce que je consomme. Donc dans ce que je crée, si tu vois, je fais attention à ce que je consomme et ce que je crée, même si c'est magnifique les sequins, même si c'est magnifique les paillettes, c'est pas cohérent du tout avec ma philosophie de vie. Donc du coup, j'ai remplacé les paillettes, les sequins par des perles de verre. Tu vois, il y a tout un truc à retourner comme ça. Donc tu retrouves voilà cet ADN Almaréal, le côté brillant, le côté donc par les perles de verre aujourd'hui, plus par les sequins. Le côté effet peau, voilà, de cette philosophie de vie, je porte mon vêtement, je suis à l'aise, je suis moi-même. Mais avec aussi une touche très couture et le savoir-faire français, parce que après, tout est fait ici en France. Donc en fait, t'as vraiment finalement ma double nationalité dans mes créations, si tu veux. T'as un peu ce truc peu voilà, à double tête, quoi. T'as ce côté très décontracté, philosophie de vie cool brésilienne, mais en même temps, le côté assez pointu de la couture en France, avec des matières fabriquées en France, si possible naturelles. Quand elles sont pas naturelles, c'est des fibres recyclées. Donc voilà. Ok. Et il y a une chose importante chez toi, c'est que peu importe la création qui va sortir, on sent cette patte, on sait que c'est toi. Même si la robe est complètement différente de celle d'après. Comment tu fais ça? Alors déjà, waouh, franchement, merci. Ça, c'est un des plus beaux compliments que je peux recevoir parce que trouver sa patte, son univers, c'est pas évident. Écoute, je sais pas, t'es pas la première à me le dire. Pour tout te dire, on en parlait avec Solène hier. Elle m'a parlé beaucoup de toi, tu le sais. Et voilà, c'est un des trucs qu'elle m'a dit. Donc je vais rendre à César ce qui est à César. Et je trouve qu'elle avait totalement raison quand elle a dit ça, parce que c'est vrai. Donc je t'en parle. Mais écoute, sincèrement, franchement, j'ai pas de truc calculé en fait. Je me dis pas ça c'est du Almaréal. Tu vois ce que je veux dire? En fait, vraiment, moi dans tout à chaque fois mon processus de création, et comme tu dis, tu peux regarder, j'ai des robes, c'est tout rien, ça peut être complètement différent. Je sais pas, c'est peut-être dans les découpes où j'essaye d'être le plus juste possible pour que la femme se sente à l'aise mais qu'elle soit mise en valeur. Franchement, j'ai pas de formule magique où ça fait partie de mon ADN. Mais en même temps, c'est comme si c'était inconsciemment inscrit dans mon cerveau. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Il y a quelque chose que je veux transmettre et qui est inconsciemment dans mon cerveau. Et peut-être que ça doit sortir après dans mes créations et qu'on les reconnaît après. Ça doit être peut-être ça. Oui, après peut-être aussi, je sais que tu travailles beaucoup avec Béatrice de The Quirky. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi Solène, c'est Solène de D'Amour et d'encre. Comme ça, vous pourrez la retrouver aussi. Bon, enfin, ceux qui me suivent la connaissent forcément parce que c'est ma chouchoute, mais on le dit quand même. Tout le monde connaît Solène maintenant. Mais je lui dis tout le temps que c'est une rockstar. C'est une star. Mais oui, c'est une star. C'est une superstar. Et si vous la connaissez pas, il faut absolument la connaître. C'est clair. Mais oui, peut-être aussi c'est ça. Je sais pas si tu shootes toujours tes collections avec elle, mais peut-être que c'est aussi la patte de Béatrice qu'on retrouve aussi complètement dans tes collections. Et donc du coup, on sait reconnaître que c'est toi à travers aussi ça.
Complètement. Béa, ça a été, en fait, c'est un travail d'équipe, hein. De toute façon, les visuels, au final, il n'y a pas que ma robe. C'est-à-dire que ma robe, on la prend en photo avec un téléphone. Oui, elle sera très belle, mais ce qui fait que ça donne ce côté, waouh, je veux ça. Derrière, il y a toute une team, et en fait, c'est la même team maintenant depuis 4 ans, en fait, avec qui je travaille, mais que ça soit donc Béa. Alors Béa, c'est elle qui m'a découverte. Donc à la base, c'est MC2, mon amour. Donc à la base, c'est Estelle qui m'avait contactée il y a 5 ans, je crois, hein, 4 ans et demi, qui m'avait contactée pour un shooting d'Inspi. Et c'est comme ça que Béa a connu ma marque. Et à partir de là, Béa m'a dit, tu pourrais me prêter une robe, j'ai un shooting là, j'ai un shooting là. Et puis moi, j'étais super contente parce que du coup, j'adorais son rendu. On revient sur cette idée, justement, les robes rue de Seine, comme elles ressortaient. J'adorais cet univers et ça matchait complètement. Donc, professionnellement parlant, ça matchait. Et puis, en plus, humainement parlant, génial, quoi, aussi. Et au fur et à mesure, moi, il y avait déjà des nanas avec qui je travaillais, par exemple Madame R, donc pour les cheveux, Marine, Madame la Marquise, donc pour le make-up, Marjorie, Audrey, un genre particulier pour la déco, Justine Galab, wedding planner. Et en fait, toutes ces filles-là que je te dis, depuis 4 ans et demi, c'est exactement les mêmes qui me font tous mes shootings de collection. Donc peut-être qu'il y a ça qu'au final, on retrouve que chacune ramène sa petite patte et ça crée cet univers-là qui est unique, en fait, finalement. Yes. Justement, on parlait justement d'être unique et finalement de se démarquer. Est-ce que tu as mis des stratégies en place, à part ces shootings-là, pour te démarquer des autres créatrices? Concrètement, non, j'ai pas mis de stratégie. Je fais ce qui me plaît, en fait, tout simplement. Même si des fois c'est pas évident. Franchement, des fois j'ai mon cerveau très cartésien où il faut faire du chiffre, etc. Tu vois le truc. Donc il faut faire ce style de robe. Quand je fais ça, ça ne marche jamais. Voilà, tout simplement. Oui, ça marche de temps en temps, mais c'est pas ça. Non, le seul truc que je fais, en fait, c'est que je me fais plaisir. Et en fait, quand je vais à fond dans mes idées, dans une histoire que j'ai envie de raconter, au final, comme ça sort de mes entrailles, ça sort de mon cerveau, du coup, que c'est unique, forcément, ça peut ressembler à personne d'autre, en fait. Donc, en fait, c'est le plus difficile, c'est d'arriver à se faire confiance et se dire, si ça marche, tant mieux. Et puis, si ça marche pas, c'est pas grave, il y aura plein d'autres idées, on fera plein d'autres choses, quoi. Oui, non, mais je vois bien. On en parle souvent avec mes coachés de se dire, quand on fait les il faut au lieu de j'ai envie, ça marche forcément moins. Ah ouais, mais c'est incroyable. Je te jure, à chaque fois, ça le fait. Ouais. Non, mais c'est vrai. Donc voilà. Et en fait, c'est ça. Et en fait, c'est se faire confiance et ne pas se dire qu'est-ce qu'il va penser. On s'en fout de ce qu'on va penser. D'abord, c'est faire ça avec amour. Et puis, si c'est pris, tant mieux. Si c'est pas pris, au moins il y aura pas la frustration de pas avoir fait ce qui nous plaisait. Et puis on passe à autre chose, quoi. Comment ça se passe, l'expérience client chez toi, à partir du moment où une future mariée te contacte jusqu'à, j'imagine, après le jour J, parce que c'est pas fini, même après le jour J, du coup. J'imagine que tu reçois les photos, tout ça. Comment ça marche? Alors, les filles, donc, me contactent pour un premier rendez-vous. J'ai plusieurs cas de figure de futures mariées. On va prendre la première, par exemple, des filles qui essayent dans plusieurs endroits, qui savent pas trop ce qu'elles veulent. Donc, en fait, je les reçois pendant 2 heures dans mon showroom à Marseille, où il y a toutes les pièces de collection qu'on peut voir sur le site internet, sur les réseaux sociaux, etc. Souvent, elles arrivent alors soit avec un peu une idée en tête, on discute un petit peu de leurs envies. En fait, j'essaie d'apprendre à les connaître en quelques minutes, déjà voir un petit peu qui elles sont, qu'est-ce qu'elles dégagent et ce dont elles ont envie. Elles viennent pas juste pour une robe, en fait. C'est plus c'est vraiment cette aventure de ce jour unique. Donc, il faut que la robe, elle leur colle vraiment à la peau. Donc, il y a vraiment plein de questions que j'essaie de leur poser pour voir quel va être l'univers dans lequel elles vont être, comment est-ce qu'elles ont envie de se sentir, qu'est-ce qu'elles ont envie de dégager, qu'elles me montrent aussi leurs inspirations. Et que ce soit des concerts, mais que ce soit aussi, ça arrive souvent des podiums, ce qu'elles peuvent voir en défilé, etc. On va faire des essayages. Donc souvent, soit j'ai des mariés qui ont un coup de cœur pour un modèle existant. Donc on va refaire le même modèle à ses mensurations, avec un modèle qui existe. Sinon, il y a du semi-mesure. Donc ça dépend. J'ai des mariés qui vont avoir un coup de cœur pour un modèle, mais soit pour complexe, ou alors parce qu'elles aiment pas forcément, elles veulent modifier la pièce. Donc on peut transformer la pièce. Et après, j'ai des mariés où on crée de A à Z leur tenue, parce qu'elles ont en tête précisément ce qu'elles veulent. Et là, du coup, pendant les essayages, avec des tissus, des dentelles, je vais mouler sur elles pour qu'elles puissent se projeter. Ça, c'est hyper important pour moi parce que même si je leur fais un croquis, tout ça, je veux qu'elles puissent toucher le tissu, qu'elles puissent voir le tomber, voir ce que ça donnera sur leur peau, pour qu'elles aient déjà une idée et que ça soit pas une surprise après, une fois que la robe est montée. Donc voilà, donc ça, en général, ce premier essayage dure 2 heures.
où on décortique tout ça. Si on fait du semi-mesure ou du sur-mesure, il y a souvent un devis. Donc, c'est sur devis, on fait le croquis. Donc là, c'est souvent des échanges de mails aussi. On se dit, donc souvent, je cherche aussi, tu vois, les dentelles. Je leur propose des styles de dentelles qu'elles aimeraient, etc. Donc, on fait ce travail de recherche. Une fois validé, on fixe notre premier rendez-vous essayage. Donc là où on essaye la tenue. Donc, on épingle tout ça. Deuxième essayage où elles viennent avec leurs chaussures, où on vient faire l'ourlet, les derniers petits détails. Et troisième et dernier essayage où c'est la répétition générale pour le jour J. Donc, comment est-ce qu'elles s'assoient, comment est-ce qu'elles font pour marcher. Je fais faire aux mamans et à l'entourage l'exercice de comment boutonner la robe. Il y a rien de compliqué, mais en fait, c'est des petits gestes, tu vois, qui sont faciles à apprendre et qui te mettent dans le bain. Et puis, c'est pour moi les essayages, en fait, comme je leur dis, ça fait vraiment partie du mariage, en fait. La journée va passer tellement vite. Donc voilà, déjà, ces 3 essayages-là, ça se passe dans une ambiance de bienveillance, de bonne humeur, surtout d'échange. Ce que je leur dis toujours, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. C'est vraiment un échange entre toutes les deux, quoi. Et puis aussi son entourage. Donc voilà. Ensuite, elles emportent en général 1 semaine, 10 jours avant le mariage, parce que j'aime bien les suivre jusqu'au bout. Tout simplement, au niveau du poids, ça peut fluctuer, donc pour que ça soit nickel pour le jour J. Et aussi pour la répétition générale, que ça reste bien frais aussi dans la tête, toutes les petites consignes. Et donc voilà. Alors c'est toujours un petit arrachement à mon cœur quand elles partent. J'ai l'impression que c'est comme si c'était mes filles en fait. Ah ouais, non, je te jure, c'est trop émouvant. Franchement, combien on se prend dans les bras, ça pleure, ah ouais, c'est hyper intense, tu vois. Et du coup, après quand elles reviennent à la boutique boire un petit café, me montrer les photos, ou quand elles ont des amies elles qui se marient l'année d'après et qui veulent faire la robe ici, du coup c'est trop cool, ça on continue à créer ces liens-là et c'est génial. Donc en fait, c'est comme je leur dis, elles Mariale, en fait, c'est leur maison. Et elles viennent quand elles veulent, quoi. Donc déjà, elles viennent pour faire leur robe, mais après, elles reviennent quand elles ont envie. Franchement, c'est un bonheur de les revoir après. Parce qu'on crée vraiment, au-delà de créer une robe, en fait, on crée vraiment des liens uniques. Oui, donc tu l'as dit tout à l'heure, tu as tes 2 couturières, mais du coup, c'est toi qui fais les rendez-vous clientes du début à la fin, finalement. Oui. Avant, alors au tout début, c'était moi qui faisais tout, je faisais la couture, les rendez-vous, etc. Sauf qu'aujourd'hui, c'était plus possible de tout gérer toute seule. Donc, je m'occupe de tout, effectivement, de tous les rendez-vous. Et ensuite, avec Céline et Myriam, quand il faut faire sur mesure, je travaille avec elles pour qu'elles puissent confectionner toutes les robes. Et quand il y a besoin, bien évidemment, quand c'est le rush, je suis à l'atelier aussi, toujours pour travailler. Eh oui, j'imagine. Ok. C'est quoi les plus grands défis d'entrepreneuse que tu as dû relever ou que tu relèves encore, finalement? Moi, je vais te dire, il faut être très passionné. Si on n'est pas passionné, ça sert à rien du tout. Parce que il faut jamais lâcher, en fait. C'est un peu les montagnes russes, c'est-à-dire il y a des moments où c'est génial, ça va être l'explosion, et puis des fois, on va avoir peur, même pour sa trésorerie, hein, ça peut arriver, il y a des moments de l'année où, oh, mon Dieu, moi, combien de fois ça m'est arrivé de me dire, ça y est, c'est fini, le mariage, c'est fini. Chaque année, hein, 1 fois par an, je le dis à chaque fois. Ça y est, le mariage, c'est fini. Et t'as mes copines, Marine, Marjorie, là. Samantha, chaque année, à la même période de l'année, tu nous fais le coup. Donc maintenant, arrête. Ouais, c'est bon, elles sont habituées maintenant. Ouais, maintenant, elles sont habituées, elles le savent, c'est bon. Donc, ouais, il y a vraiment, les défis, c'est, en fait, j'ai toujours des projets de toujours agrandir la maison. Et c'est à chaque fois d'agrandir la maison, ça veut dire quoi? D'investir. Et en fait, moi, chaque année, quasiment, j'investis. Par exemple, j'ai commencé avec un local. Le local, celui que j'avais toute seule, il faisait 23 mètres carrés. Ensuite, je suis passée 1 an et demi après à un local de 70 mètres carrés. Et 1 an et demi après, là, maintenant, on a un local de 100 mètres carrés. Mais à chaque fois qu'il fallait agrandir, donc avec ma comptable, merci de m'avoir accompagnée, c'était les 2 personnes dans la tête, quoi. C'était en mode Samantha, tu fais une catastrophe, c'est bon, voilà, t'as pris ton local, c'est terminé. Ça. Et alors qu'en fait, pas du tout. C'est qu'en fait, la boîte avait vraiment besoin de grandir, de pouvoir répondre à toutes les mariées qui ont envie de faire leur robe ici et de pouvoir le faire dans un bon cadre et dans des bonnes conditions. Donc voilà, ça c'est vraiment à chaque fois de faire grandir la boîte. Moi, c'est une terreur à chaque fois que j'ai. Mais au final, une fois que c'est passé et que je vois que ça se passe bien, je suis contente. Moi, l'avantage, c'est que tu passes quand même à l'action, donc ça va. Oui. T'as peur, mais t'y vas, quoi. En fait, je me pèse pour le compte. Je me dis,
Bon, qu'est-ce que tu fais? De toute façon, si tu restes comme ça, tu sais que tu peux aller plus loin. Alors, il y a une sorte de frustration. Je me dis, si je vais pas plus loin, je vais rester là et je vais être frustrée parce que je sens que là, on a fait le tour, il faut qu'on y aille. Donc, du coup, il y a toujours ce truc qui me pousse à avancer, à développer. Donc voilà. Et du coup, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui se lance, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Le conseil que je dirais, ça va paraître un peu bateau, mais c'est vrai ce que je veux dire. C'est vraiment d'écouter son cœur, en fait. Et après, tout ce qui est financier, technique, etc., il y aura tout, et de s'entourer, voilà, avec des personnes compétentes dans leur domaine par rapport à ça pour pouvoir nous accompagner. Mais le plus important, c'est vraiment d'écouter son cœur et d'y aller vraiment à fond, d'y aller à fond et de pas avoir peur. De pas avoir peur de faire, refaire. Des fois, moi, j'en ai fait des robes nulles, laides, qui ont jamais vu le jour. Enfin, selon ma vision, à moi. J'ai fait des robes, ça allait pas, c'est pas grave, on recoupe le tissu, on refait, jusqu'à ce qu'on arrive à sortir les robes qu'il faut, et sans jamais baisser les bras. Donc, comme je dis aux filles à chaque fois, Céline et même à l'atelier, je dis, il y a jamais de problème, il y a toujours des solutions. Ça, c'est trop Donc, vrai. Voilà, pour moi, c'est toujours ça, et c'est vrai, et c'est pas juste pour dire comme ça, c'est la vérité, c'est que c'est comme ça. Et je pense que quand on a cette vision-là, on peut arriver à tout dépasser. C'est vrai. Tu me disais que t'aimais bien voir loin. Comment t'imagines alors déjà Samantha dans 10 ans, dans ta vie perso, et puis Alma-Réal aussi. Ouais, ça c'est une bonne question. T'as quel âge aujourd'hui? Ça se pose pas comme question, mais moi j'aime bien. Non, j'ai aucun problème. J'ai 35 ans, je vais avoir 36 ans dans 2 semaines. Oh. Donc voilà. Samantha, moi, je me vois avec. Là, pour le moment, j'ai un chat et un chien, mais j'aimerais bien avoir plus d'animaux parce qu'en fait, mes animaux, c'est ma vie en fait. Je sais pas si t'as des animaux ou pas avec toi, mais je sais que. Alors, j'ai un homme qui a un chien. Donc par ricochet, j'ai un chien. Donc par ricochet, tu as un chien. Et moi, je sais que les animaux, pour moi, c'est ma base. En fait, ils me ressourcent, ils m'apaisent. Voilà, je peux te le montrer si tu veux. Par exemple, il y a Monsieur Fifou. Oh, mais qu'est-ce que c'est mignon ça. Voilà, lui, il est au showroom tout le temps. C'est la petite mascotte. Il est calme, on l'entend pas. Ouais, c'est l'heure de la sieste là. Donc, parce que le mien, il a fait des siennes pendant le podcast, je te le dis. C'est vrai. On a un best-of qui arrive un jour peut-être, et dedans il y a beaucoup de chorizo parce qu'il s'appelle chorizo. D'accord, trop mignon, c'est trop choupinou. Non, mais du coup, voilà, je me vois avec toujours des animaux dans la nature le plus possible. Ce qui fait qu'aussi, ça tient une entreprise, il faut vraiment arriver à rester connecté à soi et de quelque manière vous pouvez le faire. Hein. Moi, ma façon de me reconnecter à moi, c'est vraiment d'aller dans la nature, marcher au bord de l'eau, aller dans la forêt, voir des animaux, et c'est ça qui me permet de me recentrer. Donc, tout ça pour dire, dans 10 ans, je me vois avec mes animaux. Et entre le Brésil et la France, ça serait vraiment mon rêve d'avoir ma petite maison au bord de l'eau en France et ma petite maison au bord de l'eau au Brésil avec mes animaux. Et Alma-Réal, je le verrais bien en France. Donc par contre, voilà, avoir plusieurs points de vente en France et avoir un point de vente au Brésil, ça me plairait énormément. Donc voilà, développer la partie brésilienne. Et comme je le fais en France avec les matières premières que je source en France, donc avec les dentelles de Calais, etc. Au Brésil, il y a beaucoup de savoir-faire aussi sur les dentelles. Ils ont des grands champs de coton bio. Ils ont vraiment plein de choses extraordinaires. Et ça me donne très très envie de pouvoir exploiter ces matières premières-là et de pouvoir créer des choses aussi de l'autre côté de l'océan. Avec toujours Alma-Réal, bien évidemment. Écoute, je te le souhaite. On croise les doigts. On va passer aux questions que je t'ai pas envoyées, parce qu'il y a toujours des questions que j'envoie pas. Ouais, avec grand plaisir. Alors, je vais changer un peu de d'habitude, parce que j'aime bien renouveler de temps en temps. Mais est-ce qu'il y a une personne que t'admires dans le monde du mariage? Ou avec qui t'aurais envie de travailler, avec qui t'as jamais travaillé encore ou... Franchement, j'ai pas d'idée. En fait, non. Je suis ouverte à travailler avec beaucoup de personnes. Non, j'ai pas de... Non, pas forcément. Non, okay. Je suis désolée.
Non, il y a pas de souci. Tant mieux. Enfin, c'est ta réponse, on va dire. Si tu veux, je suis vachement au feeling et par exemple, tu vois, j'ai pas mal de demandes de shooting, d'inspi, des choses comme ça. Et j'ai pas forcément d'image de... C'est comme à l'époque où j'étais à l'école de mode. À l'école de mode, tout le monde disait oui, t'as vu le nouveau designer chez Yves Saint Laurent, le nouveau. Moi, en fait, je me souvenais jamais des noms. J'ai jamais accordé d'importance. Et je disais ouais, ça. J'avais accordé d'importance à ça. Et en fait, c'est exactement la même chose dans le mariage, c'est-à-dire que je vais être hyper sensible à des univers et que tu sois hyper connu ou pas. En fait, on s'en fout. Le truc, c'est est-ce que ton univers me parle et du coup, c'est ça qui va me donner envie de travailler avec toi. Ah, mais justement, c'est ce que je te disais, ou de quelqu'un avec qui t'as jamais encore travaillé, avec qui t'as envie de travailler, c'est pas forcément quelqu'un de connu ou pas, hein. C'est quelqu'un... Ah, ok, d'accord. Alors, oui, du coup, il y a des photographes au Brésil avec qui j'aimerais travailler, dont leur travail me plaît énormément. Je n'ai plus le nom du tout en tête, mais ouais. Ok. C'est quoi ta série préférée? C'est Game of Thrones. Ok. Alors, voilà. Je suis inculte sur Game of Thrones. Mais je Game of Thrones. Alors j'ai 2 séries préférées. Non, c'est hors sujet les deux. Alors Game of Thrones, déjà je l'ai vu 2-3 fois. J'étais totalement dans l'univers, moi, tout ce qui est fantastique, machin, tout ça, j'adore ça. Je trouve que ça te déconnecte le cerveau et pourtant au début je me disais non mais je vais pas regarder ce truc là médiéval, machin. C'est nul et tout. Premier épisode, laisse tomber. Je suis tombée dans la marmite. Et après l'autre série que j'adore rigoler, Le Flambeau. Avec Jonathan Cohen. Ah oui. Voilà. Alors, ça va rien à voir. J'aimerais trop que ça soit genre mon frère ou mon cousin parce que à chaque fois qu'il ouvre la bouche, mais très drôle. J'aime trop. Donc voilà. Il est très drôle. Je confirme. Si je devais t'offrir un cadeau, ça serait quoi? Des chocolats. Du chocolat. Quelle sorte de chocolat? Du blanc, du noir, du bon chocolat praliné. Noir. Et j'aime bien, tu sais, le chocolat noir avec du quinoa soufflé. C'est mon truc, ça. Pas, ok. Ça fait genre un peu comme si tu mangeais, tu sais, le chocolat crunch qui est pas très bon pour la santé. Mais maintenant, ils font des bons chocolats avec du quinoa soufflé. Du coup, ça fait genre truc fun à manger. Voilà, t'as tout compris. Exactement. Après, j'avais justement, c'est quoi ton péché mignon? Donc, c'est le chocolat. Ah ouais, chocolat. Et puis, j'adore manger la bonne nourriture. J'adore, avec mon chéri, on aime beaucoup aller au restaurant et ouais. La manger, c'est la life, quoi. Moi, si je mange pas bien, je suis en dépression, quoi. Clairement. manger, dormir. Le normal, quoi. La base. Les passions, quoi. Exactement. Ok. Et justement, est-ce que t'as une autre passion que les robes, manger et dormir? En fait, je m'intéresse j'aime tout. C'est-à-dire que même l'univers d'Almaréal, voilà, je fais des robes, mais qui est inspiré de plein de choses autour. J'aime beaucoup la musique. Moi, je joue de la flûte traversière. J'ai mon chéri qui est musicien aussi. J'ai eu de la chance, il m'a fait chanter sur un de ses albums. Donc voilà, je baigne beaucoup dans la musique. Ça, j'adore. C'est un univers qui me déconnecte, pareil, du quotidien. J'adore cuisiner aussi, mais pas forcément. Je suis pas un chef cuistot, tu vois. Mais même avec des trucs qui restent dans le placard, arriver à trouver un truc qui va être super bon au niveau gustatif. Donc voilà, cuisiner. J'aime beaucoup aussi faire de la pâte à sel. Enfin tout ce qui est manuel, faire du jardinage. Et chanter, du coup, c'est un truc que tu fais souvent? Parce que c'est une de mes passions. C'est vrai? Ah, trop oui. Cool. Tu chantes où, toi? Je chante chez moi, c'est déjà bien. Je chante. Il m'est arrivé de chanter aussi pendant des cérémonies. Ah, c'est top ça. Et je chante au karaoké. Ça, c'est très bien, c'est le karaoké. Je l'ai mis une fois en story, mais tu sais, j'ai pas assumé, tu vois. Après, j'ai déjà fait ça. J'ai fait une story il y a quelques mois en disant que je me mettais au piano. Alors en ce moment, j'ai pas la tête à ça, donc c'est super. Je l'ai pas mis. Mais voilà, donc mon but en me mettant au piano, c'était de pouvoir justement m'accompagner parce que j'ai toujours chanté, même si c'était de façon amateur, mais en fait, j'avais un rêve, c'était de pouvoir m'accompagner, quoi. Et pour moi, c'était trop compliqué. J'avais déjà essayé le solfège, ça m'a saoulée. Et j'ai trouvé une prof, je disais, au Canada, qui m'enseigne et le chant et le piano avec les accords. C'est génial. Ah, ça, c'est génial. Franchement, bravo, félicitations, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Simple, à 41 ans. À nos âges. On n'est pas vieille. Mais c'est vrai que... Mais c'est vrai que, à nos âges, entre guillemets,
reprendre des nouvelles passions comme ça, c'est quand même beaucoup plus compliqué que quand t'es petit. En fait, quand t'es petit, comme tu dis, le solfège, tout ça, moi, tout ça, c'est dans ma tête parce que depuis que j'avais 6 ans, j'étais au solfège jusqu'à mes 18 ans. Donc, en fait, en gros, le solfège, il est rentré d'un seul coup, comme ça, même si j'aimais pas y aller, j'avais pas le choix. Mes parents, ils m'amenaient ils m'amenaient là-bas et voilà. Mais franchement, je tenais à te féliciter parce que vraiment, vraiment bravo. C'est vraiment mais pas justement, il évident. y a pas le solfège. C'est ça qui est bien avec ce truc, c'est qu'elle m'a appris avec les accords, tu sais, les A, B, C, D. Et ben, j'arrive déjà à jouer des morceaux alors que ça fait 3 mois que j'ai commencé, si tu veux. Donc c'est cool. De toute façon, avec la volonté, moi, je suis sûre qu'on peut y arriver. Hein, être autodidacte, il y en a beaucoup. Apparemment, mon chéri, il est complètement autodidacte en musique et ça l'empêche pas de faire des tournées, de jouer de partout et d'avoir un public. C'est ça que quand je dis, il faut faire avec le cœur. Je pense que quand on fait vraiment les choses avec le cœur et bien sûr beaucoup de travail, on peut y arriver. Ben oui. Donc ouais, la musique. Bon après, je chante pas tous les jours, hein. Franchement, on va dire je joue de la flûte traversière régulièrement. Le piano de temps en temps, piano par exemple autodidacte, mais je suis pas du tout une très bonne pianiste. Hein. Voilà, je sais jouer quelques morceaux comme ça, mais ça fait du bien. Ok. Et du coup, mes 2 dernières questions, yes, qui sont mes questions phares et celles-là je les change jamais. C'était à quel âge la pire période de ta vie? La pire période de ma vie, c'était il y a 4 ans, mais au final, ça a été la meilleure. Pour quelque chose de très bien. Il y a 4 ans, en fait, j'ai été diagnostiquée trouble de l'anxiété généralisée. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Et en fait, je faisais des attaques de panique, mais genre comme si je faisais un arrêt cardiaque. Je finissais aux urgences en étant persuadée que j'allais faire un arrêt cardiaque, etc. Mais en fait, non, c'était tous les symptômes de l'anxiété, en fait, qui étaient au-delà de, voilà. Sauf qu'en fait, on m'a pas diagnostiqué ça directement. Et pendant 1 mois, j'étais en errance médicale. Donc, je savais pas ce que j'avais. Je pensais que j'allais mourir du jour au lendemain. C'était horrible. Vraiment, c'était horrible. Perdre du poids. J'étais plus autonome. Je me rappelle, il y avait ma mère qui venait avec moi à la boutique pour pouvoir faire les rendez-vous. C'était au tout début que j'avais lancé Almaréal. En plus, juste avant le Covid. C'était très, 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 très difficile de se lever le matin, d'arriver, parce que j'avais peur de tout, c'est-à-dire de sortir. C'est vraiment un truc. Et puis le pire en plus, c'est que j'ai toujours eu un tempérament très solaire, très lumineux, à toujours, aller de l'avant. Genre, y a pas de problème, on y va avec de la motivation, ça peut être. Et là, en fait, c'était vraiment mon corps qui avait dit stop. Mon corps ne pouvait plus bouger. Tant que je ne l'avais pas accepté et tant que on ne m'avait pas diagnostiqué, que j'avais pas compris, j'avais pas pu me remettre sur les rails. Et au final, ça a été très bien parce que ça a été une redécouverte avec moi-même et puis vraiment à écouter ses valeurs, à savoir vraiment ce que je voulais, dans quelle direction j'avais envie d'aller. Donc voilà, ça a été pire moment de ma life. Et justement, tu lui dirais quoi à Samantha qui a vécu ça, avec le recul que t'as maintenant? Je dirais, qu'est-ce que je lui dirais? Je dis, c'est bien ma cocotte, t'as été courageuse, franchement, et puis regarde, ça valait le coup de rien lâcher. Ah, ça m'émeut, ça me donne envie de pleurer, je te jure. Ah ouais, c'est trop émouvant. J'adore cette question, parce que justement, je trouve qu'elle, on parle de choses souvent de vrai. Voilà, et puis on découvre la personne différemment, finalement, tu vois. Ouais. Alors merci. Ouais, avec merci grand de partager ça avec nous. Et c'est hyper important, je pense que nous tous, justement, que l'on puisse être humain et montrer que oui, on peut avoir à des moments de vie des moments difficiles comme ça, mais c'est pas tout le temps et ça arrive à n'importe quel être humain. Et je pense que ça aiderait beaucoup d'autres personnes aussi, justement, qui sont dans des cas, parce qu'il y en a beaucoup plus que ce que l'on pense, hein, finalement, après quand j'ai commencé à en parler. Et il y a une sorte de culpabilité un peu de se dire mais je suis nulle, machin, alors qu'en fait c'est pas du tout ça, c'est vraiment un truc chimique qui se passe dans ta tête, quoi. Bon, je vais pas commencer à faire l'explication, mais et je trouve que c'est hyper important de pouvoir communiquer, ça aide beaucoup d'autres personnes qui peuvent être dans ce cas-là, quoi. Et que garder l'espoir, quoi. Et comment tu t'en es sortie, justement? Du coup, j'ai suis allée voir plusieurs fois des médecins, j'ai tout fait, cardiologue, machin, nanana. Et en fait, c'était tout simplement, il fallait prendre un cachet qui s'appelle le séroplex, de la sérotonine, parce que mon cerveau ne produisait plus de sérotonine. Donc en fait, c'est comme si tu coupais la jambe à quelqu'un. Il peut pas marcher avec une seule jambe. Là, en fait, ça se voit pas, c'est dans ton cerveau. Mais mon cerveau ne produisait plus de sérotonine. Donc, du coup, c'est pour ça que ça ne régulait plus mon taux d'anxiété. Tout le monde a de l'anxiété, si tu veux. Et du coup, moi, l'anxiété, c'était tout le temps, genre, il faut aller acheter du pain. J'allais mourir, quoi, tu vois. Et donc, en fait, il a fallu régulariser ça. Et
par contre, t'as pas que la molécule, il faut aussi en parallèle tout un suivi psychologique pour comprendre d'où viennent ces attaques de panique, d'où vient l'anxiété, arriver à découdre tout ça. Du coup, il y a eu la sophrologie, il y a eu la kinésiologie, l'acupuncture, plein de médecines douces aussi qui permettent d'apaiser aussi, tu vois, le mental, parce que ça, le mental, c'est quelque chose aussi on se rend pas. En fait, plein de choses dans une société de consommation, on se rend pas compte qu'il y a juste le corps, faire juste du sport, mais en fait non, il y a toute une partie aussi du mental à prendre en compte, et que si on prend pas soin de sa santé mentale, on peut pas avancer correctement dans la vie en fait. Ou on peut, chose que j'ai faite pendant des années, je sais même pas, mais en plus le pire c'est maintenant que je suis soignée, je me dis mais comment j'ai réussi à soulever des montagnes comme ça avec mon mental dans cet état quoi en fait. Donc voilà. Eh ben écoute, en tout cas merci beaucoup pour le partage. Peut-être que certaines personnes se reconnaîtront et ça leur fera du bien aussi de t'entendre. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et merci pour tout. En tout cas, c'était hyper agréable de t'avoir et encore une fois, c'était un honneur. Merci beaucoup, Samantha. Merci à toi. Merci pour tout, pour ce moment passé avec toi. Et puis, n'hésite pas à venir à la maison Almarial quand t'es à Marseille. Parce qu'en plus, c'est une ville qui est super sympa. On a le soleil, la plage. Je sais, il y a Salima Lita qui me dit ça souvent, de l'agence Fairytale, qui est une de mes coachées. Et Solène qui est à Marseille aussi. Ouais, alors Solène, elle fait Paris-Marseille. Voilà, donc c'est pour ça. On est nombreuses, il faut venir nous voir dans le sud. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup pour tout. Merci à toi et je te souhaite une bonne après-midi et à très bientôt. À bientôt. Et voilà le gang, j'espère que tu auras aimé cet épisode autant que moi. Si c'est le cas, partage-le sur Insta en nous taguant Almaréal et moi, ça nous fera trop plaisir. Et si tu veux m'aider à faire connaître Wedding Divan, mets 5 étoiles au podcast sur Spotify ou Apple Podcast avec un commentaire, c'est encore mieux. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.